chers amis lecteurs, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite, au nom de toute l'équipe, une excellente nouvelle année pleine de très bonnes lectures. Mais revenons à nos moutons. Cette semaine, c'est Evie et Rana qui nous cuisineront les amuse-gueules. Ensuite, Manon et Lucie nous ont préparé le plat du jour sur le livre Terroriste Toi. Ensuite, les bulles nous seront soufflées par Prudence sur l'album Isunboshi. Et pour finir, vous découvrirez l'interview de Philippe Nessman. Mais passons tout de suite aux amuse-gueules avec Evie. Après avoir eu un immense succès avec sa trilogie Divergente, Véronique Arros publie un nouveau titre intitulé Carve de marque ou Marquer les ombres en français. Il s'agit, comme pour son premier livre, d'un roman du genre dystopique science-fiction. Ce roman nous raconte l'histoire de Akos et Syrah, deux jeunes adolescents vivant sur une planète où règne la violence. Dans une galaxie où certains sont favorisés par le destin, tout le monde développe un don, un pouvoir qui leur est unique, destiné à façonner l'avenir. Alors que ces dons sont bénéfiques pour la plupart des gens, ce n'est pas le cas pour Akos et Syrah. Leurs dons les rendent vulnérables, et pour cause, beaucoup veulent les contrôler et utiliser leur pouvoir. C'est au tour de Rana de nous parler de quelques nouveautés. Les éditions du Muscadier viennent d'annoncer la prochaine parution de 3 nouveaux titres dans la collection Rester vivant. Cette dernière présente des romans et des recueils de nouvelles abordant les thèmes écologiques et sociaux de notre époque. Le premier titre s'intitule Orient Extrême, écrit par Mireille Distero. L'auteur y raconte à travers 5 récits la vie d'adolescents en Asie du Sud-Est, montrant leur vie quotidienne. Claire Mazard nous propose 5 nouvelles dans le recueil Jour de soleil. Elle y décrit des vacances au soleil. Le dernier, qui se nomme Phobie, est l'œuvre de Fanny Vandermerch qui parle de la phobie scolaire. 3 livres à découvrir dans vos librairies. J'accueille maintenant Manon et Lucie sur le plateau. Je crois que vous allez nous présenter Terroriste Toi, n'est-ce pas? Bonjour Nicolas. Aujourd'hui, nous allons vous présenter Terroriste Toi de Arthur Ténor, édité chez Oscar. Ce dernier a écrit de nombreux romans comme Je suis bolos mais je me soigne ou encore Je suis Charlie Berthet, chroniqué par Maëva l'année passée. Manon, peux-tu nous résumer cette histoire? Timmy demande à sa mère s'il peut accompagner Marco, son meilleur ami à Paris, pour une après-midi shopping. Ce dernier va fêter son anniversaire dans quelques jours. Alors qu'il ne s'y attend pas du tout, sa mère accepte car elle lui avait fait auparavant une promesse qu'elle reportait à chaque fois. Pendant ce temps, dans un appartement, se trouvent 4 jeunes hommes prêts à tuer au nom de Dieu. Tout est prêt, ceinture explosive, AK-47. Les différentes personnes tuées seront soit des infidèles et ils devront être éradiqués, ou soit des croyants et Dieu les accueillera au paradis. 3 minutes 30 avant l'horreur. Clara, la sœur de Marco, qui est majeure et qui accompagne les 2 garçons, leur demande de ne jamais la quitter des yeux. 3 minutes avant l'horreur. Alors que le commanditaire de cet attentat conduit la voiture, 2 des hommes qui l'accompagnent se retrouvent à douter. Azied repense à la dernière fois qu'il a fêté Noël, pendant que Halim voit par la fenêtre des tas d'enfants. Ils se rappellent les consignes qui leur ont été données, ils reprennent alors leur sang-froid. Le 4e passager se prénomme Farrell, qui accomplira sa mission quoi qu'il arrive sans scrupule. 2 minutes avant l'horreur. Les 3 jeunes gens se font fouiller à l'entrée d'un immense magasin où une longue queue d'enfants attendent leur photo avec le Père Noël. Carla fonce directement vers les vêtements, le maquillage et le parfum. Elle a jeté son dévolu sur un chemisier et décide de l'essayer, ce qui exaspère ces 2 chevaliers. 1 minute avant l'horreur, alors que tous les 4 étaient prêts à sortir et dégainer pour tirer sur tout ce qui bouge, ils se ravisent et patientent une petite minute, car Farrell vient de repérer une patrouille de 3 militaires armés de FAMAS. L'un des 3 porte alors une attention sur cette Renault grise où, à l'intérieur, se trouvent 4 hommes énervés. Mais après quelques secondes, il se ravise et se dit que ce doit être à cause des embouteillages. La menace partie, tous les 4, en même temps, enfilent leur cagoule, puis, d'un même élan, sortent de la voiture. Lucie, donne-nous ton avis sur ce roman d'Arthur Ténor. J'ai adoré le livre Terroriste Toi d'Arthur Ténor, édité chez Oscar. C'est un livre qui m'a bouleversée par son histoire. Il est court, rapide à lire, avec une histoire qui m'a énormément émue. Tout d'abord, je trouve le genre réaliste très bien exploité et passionnant. Ce petit roman parle d'un fait d'actualité qui fait régulièrement la une de nombreux journaux en France, le terrorisme et donc les attentats dans les lieux publics. J'ai aimé le fait que ce sujet soit abordé d'une façon bien particulière, en inventant une histoire, sans se baser sur des faits réels comme les attentats de Paris. L'autre aspect du genre réaliste que j'ai énormément apprécié, c'est que ce livre traduit avec une justesse incroyable les sentiments des personnages, comme si cette histoire n'était pas inventée mais bel et bien un témoignage. J'ai vraiment eu l'impression de vivre l'attentat avec Timmy. Lorsque le petit garçon fait la découverte qui bouleverse l'histoire et qui m'a personnellement bouleversée aussi, on a l'impression d'être à sa place, de vivre ça en même temps que lui. On ressent chez lui l'angoisse, toute sa naïveté d'enfant qui s'envole, mais également une lueur d'espoir de s'en sortir et d'emporter avec lui un être cher qu'il ne peut s'arrêter d'aimer. Les seuls dont on n'arrive pas à cerner parfaitement les sentiments sont les terroristes, bien que nous ayons leur point de vue.
Des choses qu'ils ne s'apprêtaient pas à vivre auraient pu nous faire penser qu'ils auraient éprouvé plus de sentiments, surtout un des terroristes, Azied. Au lieu de cela, ils restent impassibles et c'est ce qui nous prouve qu'une fois radicalisés, avant d'être envoyés pour commettre un attentat, on s'assure que ces jeunes hommes soient bien dénués de toute émotion humaine. Pour finir, le personnage qui m'a énormément touchée est Timmy. C'est un petit garçon un peu naïf, mais doté d'une force de caractère incroyable. Face aux épreuves bouleversantes qu'il traverse, à peine 10 ans, il sait faire la part des choses, comprend et réagit très intelligemment. Il possède un courage sans nom, peut-être à cause de son jeune âge et de son côté naïf, car en effet, il ne semble pas voir le danger. Pour conclure, j'ai adoré le roman Terroriste-toi de Arthur Ténor, que j'ai trouvé tout simplement bouleversant et magnifique. Si je ne devais choisir qu'un seul livre sorti récemment sur la thématique du terrorisme, ce serait celui-ci, peut-être le plus court, mais sûrement le plus beau. Merci les filles pour ce superbe plat du jour. Maintenant, Prudence, peux-tu nous parler de l'album Issun-Boshi? Écrit par Alice Brière-Raquet et illustré par Sanoé, voici maintenant Issun-Boshi, le petit samouraï. Cet album est publié chez Nobi Nobi. Alice Brière-Raquet a déjà publié plusieurs albums chez cet éditeur, dont Yosei la magie des fées ou Kaguya, princesse au clair de lune. Raconte-nous cette histoire. Au Japon, un jeune couple sans histoire s'aime et ont tout ce qu'on est en droit d'espérer. Un toit solide, du riz, l'estime de leurs amis. Mais ils ne sont pas totalement comblés. Cet homme et cette femme sont minés par un manque, une absence terrible. Ils rêvent de bercer dans leurs bras un bébé. Chaque jour, ils prient toujours la même prière. « S'il vous plaît, donnez-nous un enfant, même un tout petit, nous l'aimerons tant. » Grâce à cette prière, un beau matin, la femme s'aperçoit qu'elle est enceinte. Mais à la naissance, il remarque que l'enfant n'est pas tout à fait normal. Il a bien 2 jambes, 2 bras, 10 doigts, une tête, mais il est petit, tout petit. Il mesure à peine 3 cm. Ils appellent leur enfant Issun-Boshi, le garçon de 3 cm, et l'entourent de toute leur attention. À force de bonne cuisine, leur fils finira bien par devenir grand, espère-t-il. Peu à peu, Issun-Boshi devient indépendant et sort de plus en plus seul, en faisant le maximum malgré sa petite taille, et ce, contre l'avis de ses parents. Un jour, avec une aiguille en guise de dague et un bol, il quitte le cocon familial et alors commence son périple pour rejoindre Kyoto, où il souhaite devenir samouraï. Qu'as-tu pensé de cet album édité par Nobi Nobi? J'ai vraiment adoré l'album Issun-Boshi, le petit samouraï, d'Alice Brière-Raquet et Sanoé. Tout d'abord, les illustrations de cet album sont sublimes. Les couleurs utilisées sont douces et vont très bien avec le texte. L'histoire d'Issun-Boshi nous semble comme un rêve et les images accompagnent cette idée. Sur cette couverture, nous pouvons voir Issun-Boshi et les objets qui l'accompagneront, nous donnant un aperçu de l'histoire. Ensuite, dans cet album, nous retrouvons plusieurs détails qui mettent en évidence le Japon, nous donnant l'impression de voyager encore plus. Ensuite, dans cet album, nous retrouvons plusieurs détails qui mettent en évidence le Japon, nous donnant l'impression de voyager encore plus. Par exemple, le lecteur découvre la présence de Bouddha, les samouraïs ou encore par les kami, les dieux japonais, mais surtout dans les illustrations de Sanoé d'une folle délicatesse. Sur toutes les images, nous retrouvons des détails du folklore japonais, comme les nombreux motifs, les bijoux orientaux de la princesse ou encore les nombreuses fleurs de lotus qui apparaissent ça et là. De plus, Issun-Boshi est un personnage vaillant. Effectivement, il est conscient de son handicap, mais il va tout faire pour le surmonter. Il va y arriver avec succès. Dès ses 15 ans, il va partir en quête pour devenir un grand samouraï reconnu à la cour et surtout auprès de la princesse. Issun-Boshi représente la période de notre vie où l'on se demande qui on est et où l'on aimerait réaliser de grandes choses. Son voyage représente symboliquement la recherche de soi, et lorsqu'il grandit grâce à l'Ushige no Kazushi, le maillet magique, c'est le moment où on arrive enfin à notre but. Pour conclure, Issun-Boshi le petit samouraï est un album d'une délicatesse envoûtante qui nous plonge au cœur du parcours initiatique d'Issun-Boshi. Les textes d'Alice Brière-Raquet se marient parfaitement avec les sublimes illustrations de Sanoé, nous embarquant avec douceur dans le folklore japonais. Passons maintenant à l'interview de Philippe Nessmann, réalisée au Salon du Livre d'Histoire de Versailles. Bonjour Philippe Nessmann. Pouvez-vous nous présenter votre dernier roman, La Fée de Verdun ? Bonjour, donc La Fée de Verdun, c'est l'histoire vraie d'une jeune chanteuse, une cantatrice de la Belle Époque qui, au début de la Première Guerre mondiale, est devenue infirmière. Elle s'est engagée comme infirmière et elle était à Verdun et elle a été très courageuse. Elle est devenue donc infirmière à Verdun et elle a eu 5 citations pour la croix de guerre et elle a eu la Légion d'honneur après. Comment avez-vous découvert le personnage de Nelly Martin ? Alors, Nelly Martin était une vedette à la Belle Époque. C'était donc une cantatrice, c'était une vraie vedette, elle était très connue. Et malheureusement, après la
Première Guerre mondiale, elle a arrêté de chanter et aujourd'hui elle est absolument inconnue. Et si on va sur Wikipédia, il n'y a rien sur elle. Et j'ai découvert son existence dans le livre d'un historien qui s'appelle Les héroïnes de la Grande Guerre, qui parle sur une dizaine de pages de Nelly Martil. Mais donc j'ai trouvé que le personnage est très intéressant, mais ça ne me suffisait pas pour écrire un livre entier. Et donc j'ai dû repartir à la recherche des traces que Nelly Martil a laissées ici et là. Et donc je suis allé à la Bibliothèque nationale de France, au Val-de-Grâce, où il y a les archives militaires. Et avec les dossiers que j'ai retrouvés d'elle, j'ai pu réécrire son histoire et la faire sortir de l'oubli grâce à ce livre. Quels sont les éléments qui vous plaisent dans l'écriture de biographie ? Alors, dans l'écriture de cette biographie-là, ce qui m'a plu, c'est justement d'aller à la recherche des traces qu'elle a laissées. Et il s'est passé quelque chose d'assez extraordinaire, c'est que à la fin de mon enquête, je me suis rendu compte, grâce à Internet, qu'il y avait un vieil homme de 90 ans qui avait connu Nelly Martil, qui avait été son élève. Et je suis allé en Bretagne rencontrer ce vieil homme qui avait toute sa mémoire, qui parlait avec beaucoup de peps et de vie, il y a beaucoup de souvenirs de Nelly Martil. Et donc en fait, pour moi, Nelly Martil, c'était une femme de la belle époque, donc du 19e siècle. Hein. Elle est née au 19e siècle et c'était vraiment de l'histoire, du passé, des dinosaures presque. Et en fait, de pouvoir rencontrer ce vieux monsieur qui l'avait connu, du coup j'ai eu l'impression de toucher du doigt l'histoire, enfin de tendre la main à l'histoire. Et c'était plus seulement des livres, mais c'était une personne vivante qui me racontait ce qu'elle savait de Nelly Martil et comment elle l'avait rencontrée. La partie de recherche documentaire doit être une part importante de votre travail. Comment vous y prenez-vous ? Alors, pour les autres livres que j'ai écrits, j'utilise d'une part les récits des explorateurs, parce que cette collection-là, c'est surtout sur des explorateurs ou sur des personnages historiques importants. Donc, ils ont souvent écrit des textes. Donc, par exemple, Lucie Aubrac a écrit plusieurs livres sur la résistance. Ce livre-là, c'est sur l'aéropostale, et bien sûr, Saint-Exupéry a écrit beaucoup de livres sur l'aéropostale. Et puis, j'utilise aussi le travail des historiens. Donc, plus tard, les historiens fouillent dans les archives et puis disent attention, ce que Lucie Aubrac dit, c'est pas tout à fait vrai. Il y a des choses qu'elle ne savait pas et qu'on a découvert après, ou il y a des choses qu'elle ne veut pas dire et voilà, moi je voulais dire. Donc j'utilise le travail des explorateurs ou des aventuriers et puis le travail des historiens. Pour ce livre-là, à part le livre dont j'ai parlé tout à l'heure, il n'y a rien. Donc là, c'est moi qui ai dû faire le travail d'historien. Et dans le livre, je raconte à la fois la vie de Nelly Martil, mais aussi mon travail d'historien et comment, à partir des archives, j'ai pu redécouvrir la vie de Nelly Martil. Et c'est déjà la fin de cette deuxième émission de la nouvelle année, et j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si vous l'avez appréciée, vous pouvez la liker et suivre notre page Facebook. Je passe le relais à Blanche pour la semaine prochaine et je vous retrouve dans 2 semaines, chers croque-lecteurs. Revenons à nos moutons. Ah, d'accord. Il y a beaucoup de fois ensuite. Oui. Montre-le. Ah, j'arrive pas. J'ai regardé la caméra. Ah, mais tais-toi, il m'énerve lui. Mais c'est parti, mon petit les pieds. L'expression de 1940. Si, sur le plateau. Je crois que vous la... Bah nickel. Je suis Charles Liberté. J'arrive pas à Charles Liberté. C'est que ce livre traduit avec une énorme justesse à vivre aurait dû... Allez Manon, concentre-toi. Elle me fait la morale là. Ayons tout ce qui... Au Japon, un jeune couple sans histoire s'aime et ont tout ce qui est...